Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Il y a quelques architectes dans la salle, c'est bien. Alors, donc, nous, on démarre ce deuxième temps sur l'habitat durable, architecture comme solution. Donc, l'urgence à agir n'est plus à démontrer. Mal logement, précarité énergétique, perte de qualité, étalement périurbain, artificialisation, déclin de la biodiversité, épuisement des ressources, empreinte carbone, dérèglement climatique. Enfin bon, je m'arrête là. La liste est longue des défis à relever. Donc, est-ce que l'architecture est une solution pour répondre à ces défis? Alors, nous allons vous présenter une série de réflexions et de propositions qui émanent des architectes. Associés, souvent avec d'autres bureaux d'études ou d'autres personnalités. Et donc avec Sébastien Tchéléry qui fera aussi davantage le lien avec notre patrimoine et territoire. Donc comment construire ou rénover avec les ressources disponibles? Comment repenser la ville, la réparer? Comment penser le logement ou l'habitat de demain? Comment imaginer des habitats plus résilients face aux risques actuels? Et quel rapport à la nature et à la végétalisation? Donc ça, ce sont les questions qu'on nous a posées et auxquelles on va essayer de répondre rapidement. Un petit rappel introductif quand même sur la notion d'habitat durable. Faire un habitat qui répond à des aspects environnementaux, qui est économe en énergie, ce n'est pas faire un habitat durable. Donc je remets juste ce petit schéma qui est quand même qui exprime bien les choses. Il y a vraiment l'aspect, il y a trois piliers, l'aspect environnement, écologie, l'aspect économie et l'aspect social. Et donc l'habitat durable, on peut appliquer les trois piliers du développement durable à l'habitat. Donc il a effectivement une dimension écologique ou environnementale, il est respectueux de l'environnement, il diminue son impact sur l'environnement. Il a aussi une dimension sociale, il favorise la cohésion sociale, il soutient des modes de vie eux-mêmes durables, il préserve la qualité de vie, le confort et la santé, et c'est aussi le droit pour tous à un logement décent et sain. Et enfin, il a une dimension économique, il développe le tissu économique local, il recourt à l'économie circulaire et il encourage à modifier les modes de production et de consommation. Donc voilà, l'enjeu, en fait, c'est vraiment de réussir à répondre à l'ensemble de ces problématiques en même temps et d'en faire la synthèse. Donc, il y a aussi un aspect, évidemment, donc l'habitat durable, il est destiné à durer, à résister, il a une stabilité dans le temps, donc il a une résistance aussi, et il tend vers la résilience en anticipant les changements, et c'est ce qui lui permet d'assurer sa capacité à rester fonctionnel. Donc nous, les architectes, on représente l'ordre des architectes, on est architecte, mais là on représente l'ordre des architectes, et l'ordre des architectes a publié un plaidoyer en 2022 qui s'appelle l'architecture, habitat, ville, territoire, l'architecture comme solution. Et dans ce plaidoyer, il y avait ce petit schéma donc qui fait le lien un petit peu avec le précédent, qui est l'écosystème de l'architecture et qui se base justement sur ces dimensions là qu'on vient d'évoquer, vivre ensemble, l'économie locale, l'éco-conception et l'environnement. Voilà le plaidoyer. Donc, comment construire ou rénover avec les ressources disponibles? Alors, par ressources disponibles, on entend au premier abord souvent les ressources naturelles en matériaux, les ressources humaines en main-d'œuvre, mais il y a aussi les ressources foncières et bâties. Donc, très rapidement sur les ressources en matériaux et main-d'œuvre, on l'a développé dans le plaidoyer. Je rappelle juste que ce plaidoyer, il a été édité par le Conseil national, mais avec l'apport de tous les conseils régionaux, et on a été très actifs dans la réalisation de ce document. Donc, mettre en place l'architecture en circuit court, on pourra en reparler, mais c'est évidemment le développement des filières locales, développer les écomatériaux, biosourcés, géosourcés et réemployés. C'est aussi favoriser la formation et la transmission des savoir-faire autour des écomatériaux. Dans des établissements secondaires aux acteurs de la construction, architectes, bureaux d'études, enseignants, artisans, etc. Et donc, tout ça, on passe rapidement, mais pour des raisons que Sébastien va nous rappeler. Alors,
ça paraît brut sans transition, mais justement le propos un peu c'est on est dans une réflexion de ce plaidoyer qui est celle de proposer des solutions législatives, opérationnelles, concrètes. Mais c'est toujours bien, d'autant plus chez nous, d'avoir ce mouvement de recul, à la fois en distance et en temps, et d'approcher les choses alors de manière opérationnelle, mais aussi de manière un peu plus conceptuelle et philosophique. Les ressources que nous avons, c'est les ressources en matériaux. On a le bois, la pierre, on a le climat, etc. Mais on a aussi un substrat culturel, un héritage de sédimentation de génération et de génération d'intelligence humaine, de façonnage d'un territoire dans une grande diversité par rapport à des pratiques. Et quand on parle de ressources, on parle de manière de construire, on parle de tradition constructive. Et la tradition constructive, on pourrait la prendre comme une des traditions culturelles, c'est-à-dire on se fonde là aussi sur nos textes, la création architecturale est d'intérêt public et l'architecture est une expression de la culture. C'est pour ça que le parallèle entre l'architecture et d'autres traditions est intéressante. C'est pour ça cette image un peu symbolique de la tribière et d'une tradition qui doit avoir du sens par rapport à la réalité de la vie des gens. Donc à l'époque, on est encore là au début du XXe siècle, pour manger du pain, on va pas chez Paul ou au rayon du Leclerc, on est obligé de battre le blé, de le fabriquer, et donc d'avoir une activité avec la ressource du territoire qu'on plante, qu'on travaille et qu'on transforme. Et tout ça, ça génère des expressions de la culture. La première, c'est la poésie et le chant, parce que tout est lié. Et moi, j'aime beaucoup ce parallèle architecture, poésie et chant, parce que ça montre dans ce chant de la tribière à comment cette expression culturelle, c'est pas un folklore, c'est pas une tradition qui anime de l'événementiel, mais c'est la structure qui fait qu'un moment difficile de l'année, difficile physiquement, est accompagné et amélioré par une forme de création qui est cette poésie. On chante avec l'animal et on se met paradoxalement à son niveau pour travailler avec lui. Et bien évidemment, dans cette tradition, ça génère aussi des formes architecturales qui ont un sens. Le four à pain, donc c'est construit, ça a une fonction vitale qui est celle de se nourrir, et une petite architecture qui n'est pas savante, mais qui a quand même un fonctionnement technique qui est propre et qu'il faut savoir maîtriser, et qui est aussi un lieu de lien social. Et bien évidemment, voilà, la tradition constructive, ce sont les formes architecturales qui sont générées par, là on y vient, la ressource du territoire qui est la matière, en l'occurrence la Corse, la pierre. Hein, voilà, on a ici des photographies et interprétations de dessins d'architectes qui nous retranscrit sur le point de vue fonctionnel et constructif divers aspects de cette tradition, donc les dessins de Paul Casalonga. Et dans la tradition, bien évidemment, hein, alors ça c'est toujours un peu provocateur, enfin gentiment, hein, provocateur, mais volontairement, de prendre un petit peu le contre-courant du discours technocrate, on dira. Il y a beaucoup de tenants de cette philosophie-là, bien sûr, de plus en plus dans notre métier, plutôt que la technologie. Alors il la faut évidemment, on va avec son temps, mais aller avec son temps, c'est aussi prendre un peu ce qu'il y avait avant de manière intelligente. Et voilà, la Corse, c'est la construction aussi d'un esprit, les paysans, dont on peut trouver encore des solutions faciles simplement dans les dispositifs d'architecture traditionnelle qui ont de quoi nous inspirer pour la suite. Donc je reviens aussi à des choses un petit peu plus opérationnelles. On va faire cet aller-retour permanent. Donc les ressources disponibles, on a parlé tout à l'heure des ressources foncières et bâties également. Face à l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, on l'a dit, hein, le recul de la biodiversité, les ressources foncières doivent être, les ressources existantes, foncières et bâties, doivent être reconsidérées. Donc, que préconisent les architectes ? C'est de mettre en œuvre quand même ce fameux zéro artificialisation net, hein, qui a un nom qui est un petit peu associé politique maintenant, mais qui cache derrière ça des choses assez intéressantes, comme sanctuariser les terres agricoles et les espaces naturels, prioriser les constructions neuves sur des friches urbaines à reconquérir, ou limiter les conditions d'ouverture aussi des terres non bâties.
C'est aussi mettre en œuvre une politique de réparation urbaine, ou en tout cas l'élargir et l'intensifier. Donc c'est tout ce qui est opération de revitalisation de territoire, OPH, donc opération programmée d'amélioration de l'habitat, dont on a parlé un peu ce matin. C'est également de réhabiliter le bâti existant, bien sûr, de limiter, d'encadrer les démolitions et d'inciter à la rénovation et à l'adaptation des bâtiments, de viser l'objectif zéro bâti vacant, on en parle aussi pas mal dans l'actualité, et de revitaliser et intensifier la ville. Donc là-dessus, je voudrais m'y attarder un tout petit peu avec un autre document qui est intéressant. Donc là, on parle d'encourager la reconquête des centres-villes par la mobilisation de nouveaux outils. Mais donc, c'est bien de l'illustrer quand même. Et là, je voudrais vous parler. Alors peut-être que certains le connaissent, mais il y a cet atlas là qui a été élaboré en 2022-2023, l'Atlas du foncier invisible. Alors c'est porté par Grand Poitiers, communauté urbaine, dans le cadre de la démarche territoire pilote de sobriété foncière, et ça a été mené par une équipe pluridisciplinaire dont Selva Imogin, architecte, Urbanidé, Guam Conseil et Tout Terrain. Que dit ce manuel ? En fait, c'est un manuel pour déchiffrer les situations qui permettent de faire la ville sur la ville. Donc, on en parle aussi beaucoup, mais comment ? Sans consommer de nouveaux sols agricoles, forestiers ou naturels, et en transformant, en réinvestissant et en optimisant le bâti déjà construit et le sol déjà artificialisé. Donc, d'une part, on peut mobiliser le bâti pour intensifier sans construire, c'est-à-dire que ce sont des situations qui ne nécessitent pas de construire, qui sont mises en avant lorsque le bâti est vacant ou sous-occupé. Et d'autre part, de mobiliser le foncier pour construire sans artificialiser. Et donc là, ce sont des situations où l'on peut construire en mobilisant le foncier déjà artificialisé. Je vais passer très rapidement, mais c'est pour vous montrer quelques cas qui sont quand même intéressants. Il est consultable sur Internet. Vous voyez donc par exemple les fiches. Alors, on les a mises là en miroir pour que ce soit plus lisible. À chaque fois, la situation existante à gauche et les pistes de projet à droite. Donc par exemple, pour mobiliser le bâti et les logements vacants, là les pistes de projet, c'est d'allier réhabilitation, remise aux normes des logements et offre locale de proximité à l'échelle d'un îlot. Pour les bureaux vacants, après il faudra voir qu'est-ce qui est adaptable à notre territoire. On n'est pas forcément là, c'est à l'échelle aussi, ça a été fait pour le Grand Poitiers, donc on pourra voir les cas qu'on peut ensuite adapter. Les bureaux vacants, donc c'est remanier le bâti tertiaire pour l'adapter ou le reconvertir en logement. Pour les locaux d'activité vacants, on va en avoir ces prochaines années normalement. Tester des usages en recyclant les locaux d'activité vacants. Les logements sous-occupés aussi, qui peuvent, donc on peut agir sur la sous-occupation pour diminuer le besoin. Donc là, il s'agit de diviser des logements pour répondre à des besoins différents. Le patrimoine public sous-occupé, ça peut être un cas également, donc d'optimiser ce patrimoine pour une économie de moyens. Voilà. Ensuite, si on passe au foncier maintenant, mobiliser le foncier, donc on a le cas qu'on connaît bien ici aussi en Corse, des petites dents creuses en ville ou en village, où il s'agit donc de remplir ces dents creuses de manière raisonnée en conservant aussi des espaces de respiration. Ça ne veut pas dire qu'on vient de densifier complètement. Les petites friches en ville, intéressant de renouveler les formes urbaines pour une densité raisonnée. Les grandes friches aussi, où là il s'agit d'agir à l'échelle d'un quartier. Donc je vous invite à aller le reconsulter après. Pour les tissus pavillonnaires, on en parle beaucoup parce qu'on en a aussi beaucoup ici en Corse. Deux modes de densification. Un premier mode de densification douce qui permet de préserver les cœurs d'îlots, mais qui permet de produire quand même du logement. Ou une densification plus forte qui, avec des formes urbaines adaptées et par exemple des voies d'accès qui sont reproposées. On peut avoir des tissus mixtes avec une densification pour un apport de services. Des tissus d'activité où on peut redensifier pour de l'activité. Donc là, on densifie, on améliore les zones d'activité pour leur attractivité. Mais on peut aussi, pour une mixité programmatique, pour apporter de la mixité fonctionnelle, densifier avec du logement. Et enfin, les tissus de logement collectif,
où là, il serait intéressant d'envisager de la densification et aussi de la surélévation. Alors, juste par rapport à ce qu'on disait ce matin, il serait quand même intéressant, on a parlé de rénovation des immeubles de logement des années 60 sur la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire. Ces immeubles-là, quand on les rénove aujourd'hui, ce qui serait vraiment bien, c'est que à chaque fois qu'on fait un diagnostic, on se demande s'il n'y a pas une possibilité de le surélever. Parce qu'on va venir faire des travaux importants, et ce serait l'occasion, peut-être dans certains cas aussi, de financer des travaux de rénovation en proposant des nouveaux logements et qui pourraient être vendus. Voilà. Donc, plein de pistes. Oui, la surélévation, c'est une piste intéressante. C'est vrai qu'on voit, on innove, on propose des nouvelles solutions, mais encore une fois, je vais revenir sur le même discours, on n'invente rien. Voilà, une image caractéristique de la ville ancienne. On a ce quai nord du vieux port de Bastia. La surélévation, si on observe un petit peu finement la construction de ces immeubles, et d'une manière générale dans tout le tissu ancien, Bastier, mais aussi ici à Corté dans une moindre mesure, mais c'est particulièrement parlant ici, ou comme dans la citadelle, on a de tout temps surélevé, c'est-à-dire qu'en rouge, vous avez ce qui dépasse d'un bâti d'origine, donc vous voyez déjà qu'on passe facilement en plusieurs campagnes de construction de surélévation à du R+2-3 vers du R+6 voire 7 dans le centre ancien. Alors pourquoi ne pas s'interdire en continuité on est parfaitement dans la continuité historique et patrimoniale, on pourrait dire, de développer de telles réflexions à l'occasion des nouveaux règlements d'urbanisme qui viendront forcément en cours d'élaboration dans nos villes, sachant que on a l'argument ici qu'on n'est absolument pas en rupture avec ce qui pourrait être un argument freinant, et notamment la fameuse contrainte ABF. Bon, voilà, donc on va zoomer un petit peu maintenant, après avoir parlé des ressources, de comment réparer la ville ou comment l'intensifier. Le logement ou l'habitat. Alors, dans le plaidoyer, je reviens sur le plaidoyer des architectes, on parle de passer d'une politique du logement à une politique de l'habitat. Donc là, peut-être des explications aussi sur ces notions. Des explications, des définitions. Se loger, c'est une fonction. Donc, le logement, c'est répondre à une fonction. L'habitat, si on prend sa définition, c'est quelque chose d'assez froid aussi. Donc le milieu géographique propre à la vie d'une espèce animale ou végétale. En gros, le lieu où vit l'individu. Habiter, avoir sa demeure, donc se loger aussi. Mais si on fait par ce jeu des synonymes, demeurer, loger, résider, vivre. Là, on prend un petit peu une autre dimension en se disant que changer de mot, c'est pas que changer de mot, c'est complètement changer de paradigme, je dirais. Parce que vivre, synonyme d'habiter, qu'est-ce que ça veut dire? Être en vie, exister, éprouver intimement, réellement, par l'expérience de la vie. Donc, les perspectives que ça nous offre, là, sur un plan, encore une fois, un peu plus distant dans le temps et dans la mesure, de la vision et la conception du monde dans lequel nous sommes. Oui, donc toujours sur le mode un peu plus opérationnel, ce qu'on préconise, les architectes, c'est de garantir la qualité des opérations par la mise en place de chartes de qualité qui seraient co-construites avec les acteurs locaux, et d'améliorer la qualité du logement pour tous. Donc ça, on en a parlé ce matin aussi avec Monsieur Besson, c'est aussi permettre un parcours résidentiel choisi en favorisant la production de logements qui seraient accessibles, évolutifs, inclusifs ou partagés. C'est aussi de développer effectivement l'habitat participatif et de relever les critères de qualité des habitations en termes de taille, hauteur, luminosité, espace extérieur, sur la base d'un rapport qui s'appelle le rapport Girometti-Leclerc. Très rapidement, je remets le tableau récapitulatif des différents critères de qualité qui sont dans ce rapport et qui montrent, donc vous voyez, il y a des critères de surface qu'on connaît assez bien les architectes, mais il y a aussi des critères de hauteur, de volume, d'espace extérieur, donc qui sont recommandés pour tous les logements, d'orientation. Donc là, vous voyez, le plus possible de logements traversants et double orientation.
traversabilité ou double orientation systématique à partir du T3. Et il précise que dans la perspective du réchauffement climatique, en fait, cette configuration-là va permettre d'utiliser moins de climatisation, moins de systèmes voilà, rafraîchissants. Donc, c'est aussi des recommandations qui sont purement architecturales. Donc, bien sûr, tous ces critères-là, ils interviennent après d'autres critères qui, donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'études d'architecture, ont toujours guidé la conception et doivent continuer à le faire. Hein. L'orientation, l'implantation du bâti en fonction de l'ensoleillement, de la lumière, des vents, des sols, des atouts et des risques qui peuvent être liés à l'eau, au climat. Bon, tout ça. Il y a aussi l'usage et l'organisation sociale. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi se forger un imaginaire culturel plus sensible au patrimoine bâti et paysager pour orienter notre production vers une forme plus qualitative de l'habitat. Et une forme plus qualitative et cette idée de l'architecture comme solution, encore une fois, c'est pas dans l'invention permanente de choses qui n'existent pas qu'on ira la chercher, mais c'est dans une observation et une interprétation un petit peu intelligente de ce qu'on a sous les yeux. Pas tout le monde n'a un village, mais tout le monde en connaît au moins un, et tout le monde est capable de dire pourquoi être au village, on s'y sent bien et on a une qualité, en tout cas de vie, même si on n'y vit pas, on y vit toujours un petit peu, que ce soit les vacances, le week-end. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la forme architecturale qui nous rattache à cette qualité de vie? Donc ça, c'est un projet qui a été exposé il y a encore peu de temps au Musée de la Corse dans l'exposition consacrée en partie aux travaux de Jean-Christophe Quinton en Corse. Et c'est un de ses projets d'alternative au lotissement, donc le programme d'un lotissement, mais remis en forme dans un projet qui réinterprète de manière assez sobre la forme du village, hein, c'est-à-dire un habitat dense, toit de pente, bâti en hauteur, et orienté autour d'un espace collectif, hein, parce que le village, c'est ça, hein, c'est pas forcément le jardin au sortir de sa baie vitrée du salon, mais c'est l'espace public immédiatement devant la porte et les jardins un peu plus loin. Et effectivement, ça pose question quand on voit ça, un projet sorti ex nihilo qui pourrait donner l'impression, là pour le coup, de ne rien avoir inventé. Donc là encore, hein, reculons un petit peu dans le temps. L'approche patrimoniale, c'est pas la mise sous cloche et la valorisation d'un folklore, c'est puiser intelligemment dans la ressource et dans l'intelligence humaine de ce qui s'est fait précédemment et qui a démontré que ça fonctionne. Voilà, dernière interrogation, comment imaginer des habitats plus résilients face aux risques actuels? Alors là encore, je reviens au plaidoyer. Donc, nous, on préconise de développer la culture du risque, évidemment, de le prendre en compte la thématique du risque dans les études territoriales, de réaliser dans les communes un diagnostic de vulnérabilité aussi, pour proposer des solutions d'adaptation, d'anticiper également la délocalisation des habitations qui sont dans des territoires soumis à des risques majeurs et qu'il faudra à un moment donné traiter, tout ça en informant les habitants et en les associant à ces réflexions, et d'arrêter l'urbanisation dans les zones à risque. Le lien avec la nature, il est fait. Hein. Le lien avec la nature, c'est aussi renaturer les sols et le littoral pour se protéger des risques. Ça va ensemble, évidemment. Et en complément, de lancer un plan de végétalisation en créant des espaces, des sortes d'oasis à moins de 10 minutes pour tous, en préservant les forêts existantes et en replantant massivement des espèces adaptées. Et pour, par rapport à notre territoire. Donc la végétalisation, c'est pas toujours un idéal, parce que si on regarde cette image, la végétalisation ici, c'est le résultat d'un abandon. Par contre,
c'est là aussi qu'on peut se dire tout est lié, et même des conversations qu'on a pu avoir à l'extérieur. L'architecture comme solution, c'est une chose, ça marche pas forcément seul. Un paysage est bâti, d'ailleurs là en ce moment, le parallèle avec l'actualité, j'ai vu cette publicité, on n'a pas forcément dans notre vie besoin d'un architecte, d'un comptable ou d'un avocat, mais on a toujours besoin d'un agriculteur, évidemment, parce qu'il faut bien se nourrir. Et ce rapport qu'on peut avoir avec la culture du risque, c'est en tout cas de la prise en compte du risque, parce que la culture du risque, c'est une vision urbaine, c'est une vision de citadin finalement, parce que un territoire construit, structuré comme ça pour produire, l'essentiel de la construction ici, elle n'est pas dans les maisons, elle est dans les centaines d'hectares qu'il y a autour, qui nous ferait dire l'architecture comme solution, et est-ce qu'il n'y aurait pas l'agriculture comme solution ? Et une image du façonnage d'un territoire justement qui exclut de fait par son fonctionnement et par sa nécessité le risque. C'est-à-dire que là, contrairement à l'image d'avant, ici, si le feu arrive, le village est évacué. Ici, si le feu arrive, en majeure partie, il est quand même préservé justement par cette maîtrise et ce paysage anthropisé. Voilà, on pourra répondre à d'autres questions.